on a loué un Airbnb. C'est avéré que c'était un concierge avec qui on a sympathisé, très gentil. Il y a eu des retombées plus que positives. T'en as parlé autour de toi, t'as eu déjà 3 biens. Et après, tu t'es dit, j'ai besoin de me former, c'est ça? Parlons d'ailleurs de ce contrat. Tu avais trouvé un contrat, comme beaucoup font, sur Internet, j'imagine? Et là, depuis une semaine, on a le téléphone qui ne fait que ça. Le bouche-oreille fait pas tout, il faut trouver d'autres biens. Ils vont faire de la quantité plutôt que de la qualité, donc moi je préfère avoir moins de biens mais mieux géré. Si on trouve que c'est difficile, c'est que je pense qu'on n'y met pas trop du sien. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast La Conciergerie. Le premier podcast dédié aux exploitants et futurs exploitants de conciergerie qui veulent vivre pleinement de leur activité sans sacrifier leur temps. Si vous découvrez le podcast et que vous souhaitez démarrer votre activité de conciergerie, vous êtes au bon endroit. Vous retrouverez des partages d'expériences, des conseils et des bons plans sur le podcast. Il y a beaucoup d'épisodes, vous avez de quoi faire. Mais pour aller encore plus loin, vous pouvez rejoindre le club des conciergeries. C'est la communauté de référence des conciergeries. Il y a déjà plus de 400 membres dans la communauté. Alors si vous voulez rater aucune info, vous pouvez la rejoindre, le lien est en description. Aujourd'hui, on revient aux bases. Tout le monde passe par là au démarrage de son activité. L'invitée du jour s'appelle Danae. Elle a démarré sa conciergerie fin 2024 et elle va nous partager son choix sur le fait de se lancer dans le domaine de la conciergerie, ses premières étapes et tout le processus de son développement. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue Danae sur le podcast La Conciergerie. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans cet épisode. Est-ce que pour démarrer, tu peux rapidement te présenter, nous dire ce que tu fais aujourd'hui? Bonjour, oui, alors enchantée, Danae. J'ai actuellement ouvert une conciergerie il y a quelques mois, voilà, et donc je m'occupe d'une dizaine de logements à peu près. Donc voilà, ça démarre. Dans quelle zone? Mais sûrement. Sur Perpignan. Ok, super, sur Perpignan. Le but aujourd'hui dans cet épisode, c'est de nous expliquer comment tu as démarré. C'est assez récent, tu as démarré l'année dernière. Est-ce que déjà, tu peux nous dire ce que tu faisais avant? Est-ce que ça avait un lien? Pas du tout. J'étais secrétaire de direction dans une concession automobile pendant 13 ans. Ah oui. Donc, pas du tout de lien. Par contre, j'ai ma maman qui a des chambres d'hôtes depuis 15 ans. Donc, voilà, j'ai travaillé un petit peu avec elle, l'aider sur les saisons qui étaient assez éreintantes pour elle. Et donc, du coup, voilà, je me suis dit pourquoi pas avec l'ère du B&B faire quelque chose qui me ressemblait un peu plus. Donc, envie de changement. Et puis, on est passé à la conciergerie. Après, c'est la première fois que tu étais entrepreneur? Non, j'avais déjà une auto-entreprise, voilà, dans l'administratif. Donc moi, j'ai arrêté en 2019 le garage. J'ai eu une petite fille en 2023, voilà. Donc j'ai pris du temps pour elle. Et là, envie de changement, envie d'entrepreneuriat, pas envie de travailler pour quelqu'un, envie d'essayer de développer quelque chose pour moi. Est-ce que tu as décidé d'arrêter ton emploi parce que tu en avais marre de cet emploi-là ou c'est juste que tu avais vraiment envie d'entreprendre? Non, alors en fait, j'ai fait une petite chose entre deux. Donc quand j'ai arrêté en 2019, j'ai pris 6 mois pour moi et ensuite j'ai retravaillé. J'étais commerciale dans l'alimentaire, donc rien à voir, mais toujours commerciale, mais rien à voir dans les voitures. Et en fait, ça a été un boulot assez éreintant. Et qui ne me correspondait pas du tout. Donc, j'ai décidé d'arrêter en 2022. Et puis, après, je suis tombée enceinte et j'ai profité de ma fille. Voilà. Et comment t'es venue l'idée de la conciergerie? Alors, l'idée de la conciergerie m'est venue par rapport à un jeune homme qu'on a rencontré sur Toulouse. On est parti avec mon mari faire un mariage à Paris et ensuite il avait une formation sur Toulouse, donc on a loué un Airbnb et on a eu un souci de Wi-Fi, donc on a contacté l'hôte et puis il s'est avéré que c'était un concierge avec qui on a sympathisé, très gentil, et il nous a donné envie de faire ce métier, voilà, de développer. On s'est penché un petit peu sur Perpignan, on a vu qu'il y avait quelques conciergeries mais pas énormément, pas tant que ça, et vu le potentiel saisonnier qu'il y a chez nous, on s'est dit que voilà, il y avait je pense quelque chose à faire. Et de fil en aiguille, pour ça on le verra peut-être par la suite, mais voilà, développer un autre côté un peu plus luxe sur la location courte durée. Ok, je vois. Est-ce qu'on peut rentrer dans le détail et tu nous expliques concrètement, tu as pris la décision d'arrêter ton emploi? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as déjà démarré un petit peu avant parce que tu avais envie de tester ou est-ce que tu t'es lancé à 100% déjà dans ton activité de conciergerie une fois que tu n'avais plus ton emploi? Alors, moi, je suis quelqu'un de pragmatique, donc j'ai essayé de tester un petit peu avant. J'en ai parlé autour de moi pour voir les retombées. Il y a eu des retombées plus que positives, donc sans le vouloir, on s'est retrouvé déjà avec 3 biens.
Voilà, sans avoir fait de site internet ou t'avoir rencontré ou des choses comme ça. Et une fois qu'on est rentré dans le vif du sujet et que je me suis dit bon ben là ça me réconforte dans la démarche où je me dis qu'il y a un réel potentiel. J'ai creusé un peu plus et puis je dis on parce que mon mari, on est deux, donc il acquiesce ce que je fais. Et du coup, je me suis lancée un petit peu plus dans la professionnalisation parce que je voulais pas lancer quelque chose sans connaître le métier. Donc, en cherchant, on t'a rencontré, tu nous as amené beaucoup, beaucoup, beaucoup d'astuces, ce qui nous a énormément aidé. Et voilà, et là, on est quasiment à une dizaine de biens, beaucoup de maisons. Voilà. On fixait des appartements et en fait, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de maisons. Voilà, donc on est très contents. Et plus par la suite. Du coup, si je récapitule, t'as commencé, enfin, t'en as parlé autour de toi, t'as eu déjà 3 biens. Oui. À peine t'as démarré, t'as eu 3 biens. Donc, tu t'es, on va dire, fait la main là sur ces 3 biens. Et après, tu t'es dit, j'ai besoin de me former, c'est ça? C'est ça. En fait, je me suis dit, quand j'ai commencé, je me suis dit que c'était pas la période parce que c'était l'arrière-saison. Donc, j'ai eu peur au niveau des retombées des voyages puisque je me suis dit les gens vont pas venir l'hiver. Et au final, on a eu quelques réservations. Donc, ça m'a fait la main pour trouver les prestataires de ménage, trouver les prestataires de linge qui n'est, je dirais, le plus gros point noir d'une conciergerie. Donc, ça m'a laissé le temps de trouver tout ça. Et je me suis dit, j'ai le temps, avant d'avoir cette grosse saison, de me former, de voir tous les points sur lesquels je pouvais m'améliorer, ce que je pouvais amener en service additionnel aussi aux voyageurs, parce qu'il y a la partie de propriétaires où ils doivent être très contents, mais ce qui fait que les propriétaires sont contents, c'est les voyageurs qui sont satisfaits aussi. La rentabilité aussi, c'est important. C'est ça. Donc, oui, tu as rejoint mon accompagnement. Tu as appris des choses dans cet accompagnement, j'espère. Énormément. Et c'est pas que... J'ai peur qu'ils me disent non. Voilà. Non, on se voit encore juste au mois de mai, donc c'est pas fini. Ne me lâche pas, Vanessa. Jamais. Oui, beaucoup de choses, surtout au niveau tout ce qui est automatisation des prix, chose que je ne connaissais pas, où moi j'allais sur toutes les plateformes, synchronisation des calendriers, c'est des petites choses qu'on ne sait pas forcément, et puis quand on a 2 demandes, on se dit mince comment on va faire, voilà, les livrets d'accueil que tu nous as fait mettre en place, les channel managers, voilà, moi tout ça c'était un petit peu du chinois pour moi, donc rédaction des contrats aussi pour les propriétaires, très très important. On avait un contrat qu'on pensait qui était bien, au final un petit peu obsolète, pas très complet. Parlons d'ailleurs de ce contrat. Tu avais trouvé un contrat comme beaucoup font sur Internet, j'imagine? Non, c'était notre ami de Toulouse qui nous avait donné une petite trame, donc d'accord. on avait regardé. Donc il était bien ficelé. Attention, c'était un bon contrat, mais c'est vrai que on le tient faisant 18 pages. On a d'ailleurs un propriétaire qui nous a dit il est un peu long. mais au moins tout est stipulé et c'est vrai que nous on est rassurés là-dessus. Précise que le contrat que tu as, c'est un contrat rédigé par Maître Dimitri Boujard, l'avocat investisseur qui est spécialisé aussi dans la conciergerie. Donc c'est vrai qu'il est très complet et il peut être un peu long, mais il protège tout le monde au moins. Je l'ai montré à mon avocate du coup en lui demandant ce qu'elle en pensait et voilà, je lui dis est-ce qu'on pourrait le réduire un petit peu ou enlever les paragraphes des choses. Elle m'a dit de ce que je vois c'est long mais il n'y a rien à enlever. Malheureusement. Parfait alors. Voilà, il est parfait. Du coup, on n'a pas précisé. Alors, j'ai dit que tu t'es lancé l'année dernière, mais on n'a pas précisé quand. En fait, tu t'es lancé en septembre, c'est ce que je me rappelle, c'est ça? C'est ça. Ok. En septembre, tu t'es lancé, tu as eu tes premiers biens. Alors, moi, j'avais noté... Alors, est-ce que tu as une estimation, en fait, j'avais pas noté, de combien de biens tu as eu chaque mois ou pas? Alors, combien de biens j'ai eu chaque mois? J'ai commencé... en fait, on a commencé avec notre appartement personnel au mois d'août. Ça a marché très, très fort de suite. Donc, on en a discuté un petit peu de réseautage. On a rentré tout de suite 3 biens parce que c'est un client qui nous a fait confiance, en fait, qui voulait nous laisser sa maison, qui était en fin de construction. Et de fil en aiguille, il nous a amené 2 autres clients derrière. Donc, je vais dire qu'on a rentré... 2 biens sur le mois de septembre et le reste entre septembre et décembre. Voilà. Après là, ça s'est énormément accéléré depuis que tu nous as dit de faire un site internet avec Malcolm qui sont très très bien. Ils nous ont fait un site parfait en 15 jours. Et là, à force de faire des blogs, des référencements, des choses comme ça, on est remonté en première page, donc on est très content.
Et là, depuis une semaine, on a le téléphone qui ne fait que sonner. Ben, c'est des bonnes nouvelles, ça. C'est la bonne période aussi. Faut là, le dire. C'est la bonne période. Ouais, on voit que on angoissait un peu parce que voilà, entre janvier et mars plutôt, il y avait rien. Donc on s'est dit qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que c'est pas une bêtise? On se remet forcément toujours en question. Et au final, non, là on voit que ça nous appelle. On a 3 rendez-vous semaine prochaine. Là, si tout se goupille bien comme on le veut, à fin mars, on sera à 12 bien. Ok, c'est important ce que tu as dit, entre janvier et mars, on avait un peu peur, parce que bon, finalement, tu t'es lancé en septembre, on va dire que c'était la basse saison, tu as eu tes premiers biens avec le bouche à oreille, donc tu te dis super, je peux travailler avec tes premiers biens, mais derrière, le bouche à oreille fait pas tout, il faut trouver d'autres biens. Et c'est vrai que là, de janvier à mars, c'est une saison qui est plutôt basse pour certains secteurs. D'ailleurs, la plupart des secteurs, c'est des périodes basses, donc on peut vite, si on se lance à cette période-là, se dire ah, j'ai peut-être pas fait le bon choix, je trouve pas de clients, je trouve pas de logement, et remettre tout en cause. Mais en fait, pas du tout. C'est que en fait, la conciergerie, c'est un domaine très saisonnier. Donc, il faut mettre en place en basse saison pour être visible en moyenne saison et ensuite avoir des biens pour la haute saison. C'est vraiment un processus qui se fait sur l'année. Et c'est ce que tu as fait. Du coup, tu as eu tes premiers biens, mais tu as pensé à être référencé localement, notamment avec ton site web. Et maintenant, le téléphone sonne grâce au site web. Donc, c'est parfait. Du coup, là, aujourd'hui, est-ce que vous faites de la prospection? J'en fais un petit peu, donc j'ai laissé des cartes comme tu nous l'as préconisé dans tout ce qui est laverie, pressing, boulangerie. Après, j'ai beaucoup d'amis qui travaillent dans l'agence immobilière. Donc, j'ai une amie qui joue beaucoup de jeux, qui est sur le Catch, une station balnéaire, donc qui m'envoie énormément de monde aussi. Voilà, une autre amie qui est sur un autre secteur, pareil, qui nous envoie du monde. Donc, on essaye de trouver un petit lien d'accroche avec eux. Voilà, parce qu'on a beaucoup de personnes qui viennent investir dans le sud en fait pour des résidences secondaires, mais où il n'y a pas derrière les gens pour s'en occuper. Et puis le problème des conciergeries d'ici, et je pense comme partout, hein, elles vont faire de la quantité plutôt que de la qualité. Donc moi je préfère avoir moins de biens mais mieux géré que voilà, de mettre des boîtes à clés dans tout Perpignan et puis derrière. On en reparlera d'ailleurs. Voilà, on n'a pas de boîte à clés. Ouais. On reparlera de votre positionnement qui a changé au cours de votre activité. Je dis votre, mais en fait, c'est ton activité. Alors, si je récapitule, l'acquisition client se fait par le bouche à oreille, par le référencement local sur le site web et par des partenariats avec des agences, c'est ça? C'est ça. Ok, super. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la logistique? Comment tu gères le linge? Comment tu gères les ménages? Alors, le linge, on a essayé plusieurs petites choses. Au début, comme tout le monde, je l'ai eu fait. Ma maison ressemblait à une blanchisserie, donc j'ai arrêté très très vite. Ce n'était pas possible. Donc, on a trouvé un jeune homme qui travaille dans un ESAT. Donc, on fait travailler des personnes handicapées. Ça nous tenait à cœur, en plus, quand on a su ça, qui nous livre le linge. Donc, il nous amène le linge. On paye un petit peu plus cher, mais par contre, voilà, on a une qualité qui est assez haute. Il est assez flexible, donc c'est très bien pour nous. Après, au niveau des prestataires de ménage, j'ai eu la chance de rencontrer un jeune homme vraiment qui est super. Donc, où ils sont deux. Quand je l'appelle, il est très réactif. Maintenant, je te cache pas, ce qui me fait peur, c'est que plus on a de biens, plus il va y avoir des ménages à faire. Donc, plus les maisons sont grandes, plus c'est long. Donc là, je cherche encore, des prestataires pour cet été. Est-ce que j'ai une jeune fille Pauline qui est très très bien aussi, voilà, et qui a son travail à côté. Donc on va essayer de mettre en place tout ça et ça va être les aléas de la saison, je pense. C'est ça. Voilà, votre première saison, c'est toujours le premier test. C'est ça. Est-ce que tu as fait des ménages aussi au démarrage? Oui. J'imagine que oui. Oui. Ok. On parle un peu de votre différenciation par rapport aux concurrents. Tu m'as dit, enfin, on en a parlé ensemble, parce qu'on travaille du coup ensemble sur ton développement. Tu m'as dit qu'il y avait beaucoup de concurrents et aujourd'hui, en fait, tu as eu aussi pas mal de demandes pour des biens haut de gamme. Qu'est-ce que tu as choisi? Est-ce que tu t'es dit je les prends et je fais tout type de biens? Ou est-ce que tu veux te spécialiser? Qu'est-ce que tu as choisi? Moi, personnellement, j'aimerais me spécialiser dans le haut de gamme. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, la qualité plutôt que la quantité. Donc,
c'est très saisonnier. En ayant une petite fille, j'aimerais vraiment voilà, travailler 6 mois dans l'année et les autres 6 mois développer tout ce qu'on peut, un service additionnel. Nous, on essaye de leur faire quelque chose sur mesure. Donc, s'ils ont besoin d'un chef cuistot à domicile, on leur trouve. S'ils ont besoin de nounou, on leur trouve. On leur fait des locations de vélo, on fait des livraisons de brunch, des livraisons de petit déjeuner. On a des lavettes à disposition si on a besoin d'aller les récupérer à l'aéroport, des choses comme ça. On peut aller leur récupérer leurs valises et les mettre à disposition dans les maisons. Si besoin, s'ils ont envie d'aller visiter la ville et que le logement n'est pas prêt. Voilà, on essaye de leur faire une expérience voyageur inoubliable et qui leur donnera envie de revenir. D'accord, ouais, un service 5 étoiles finalement. C'est ça, un service 5 étoiles. Et il y avait un sujet aussi, quand on s'est parlé pour notre dernier coaching, de changer de secteur, d'aller dans un secteur plus loin qui se gère différemment. Qu'est-ce que tu as fait et pourquoi tu as finalement choisi ce que tu vas nous dire? Ben, disons que je pense que d'être partout où on est nulle part. Donc, pour commencer, oui, nous, on est à 1 heure de la montagne, donc on aimerait développer ce côté aussi un petit peu montagne pour l'hiver, avec pareil du chalet haut de gamme, voilà. Par contre, moi, ça me fait un petit peu peur en attendant parce que qui dit chalet à la montagne dit qu'il faut quelqu'un sur place. Donc, je pense que quand le gérant n'est pas là, c'est compliqué. Si après on trouve une personne de confiance en mettant un city manager, pourquoi pas? Voilà, trouver quelqu'un, développer un petit peu ça. Maintenant, je m'y suis un peu résignée parce que il y a énormément de travail à faire et quand on veut être sur du très concurrentiel et du haut de gamme comme ça, je pense que il faut être sur place pour pouvoir pallier à toutes les éventualités. Ce que je vois souvent comme erreur des conciergeries qui démarrent, c'est que elles vont accepter tous les biens, peu importe le secteur, pour avoir des logements et donc avoir du chiffre d'affaires qui rentre. Le problème, c'est que elles se spécialisent pas dans leur secteur, elles consolident pas les choses et elles vont quand même commencer un autre secteur. Sauf que si c'est pas consolidé le premier secteur, tout va être bancal en même temps pendant la saison et ça va être une galère sans nom. Donc oui, effectivement, il faut consolider son secteur de prédilection au départ et après pourquoi pas soit déléguer un city manager, soit aller soi-même voir directement le secteur si on délègue le premier secteur au départ. Mais le faire dès le début, le faire trop tôt, ça peut mettre en péril la suite de l'activité. Ouais. Mais tout à fait, c'est on va prendre une métaphore, c'est comme une maison, hein. Une maison pour qu'elle tienne, il faut qu'il y ait des bases solides, de bonnes fondations. Si c'est fait sur un terrain argileux, forcément il y aura des fissures. Donc pour je préfère être bien référencé et prendre le temps. Je préfère avoir une société pérenne qui dure dans le temps que de me dire on ouvre partout et puis au final perdre des biens, ne pas être crédible aussi. Voilà, ne pas pouvoir apporter tous les services que je veux apporter dans toutes les villes où on veut aller. Donc, je préfère bien développer Perpignan, puis je pense qu'il y a pas mal de quoi faire et tout le monde, ouais. Ouais, c'est sûr. Est-ce que y a des difficultés que tu as rencontrées, des choses qui t'ont marqué, sinon? Non, pas plus que ça. Honnêtement, pas plus que ça, parce que on avait été bien préparé, tu nous as bien préparé, donc non. Il y a pas de choses trop difficiles. Je pense que c'est comme tout, faut avoir envie. Quand on a envie, on y arrive. Voilà. Si on trouve que c'est difficile, c'est que je pense qu'on n'y met pas trop du sien. Donc voilà. La chose la plus embêtante, comme j'ai dit, voilà, ça va être les prestataires extérieurs, les choses qu'on ne gère pas. Et les tarifications de prix à revoir tout le temps, à regarder. Voilà. C'est la chose qui m'embête le plus, je vais dire entre guillemets, la partie logistique, administrative. Et moi, je suis plus dans le commercial au contact des gens. Ouais, c'est finalement pas une problématique en fait, c'est une tâche du quotidien d'une conciergerie. Voilà, ce qu'on appelle chronophage. Voilà, c'est un petit peu les petites choses à revoir. Après, non, une fois que ça roule. Après, on est content quand on a des réservations, on est content quand on a des bonnes notes, on est content quand les gens nous remercient. Donc voilà, c'est ce qui fait les accueils chaleureux. Et puis nous, ce que je disais, on fait des arrivées en présentiel, pas d'arrivée autonome. Et on a récupéré beaucoup de clients comme ça, parce que beaucoup de monde met des boîtes à clés ou des serrures connectées. Alors, c'est vrai que c'est pratique, c'est vrai qu'on se déplace moins. Mais par contre, y a plus ce côté humain. Et on est en train de perdre beaucoup, je trouve, à l'heure
à l'ère où on est actuellement, il y a plus ce côté humain, il y a beaucoup ce côté intelligence artificielle, tout automatisé. Et malheureusement, on ne se voit plus. Surtout que tu veux te spécialiser dans le haut de gamme. C'est pas encore très démocratisé d'automatiser dans le haut de gamme. C'est vrai que les arrivées de départ souvent se font en physique dans ce segment, on va dire. Mais comment, du coup, tu gères tout ça, les arrivées et les départs, quand tu as une dizaine de biens? C'est toi qui les fais? C'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait. Après, j'ai une personne qui vient m'aider. Une personne de ma famille qui vient m'aider quand il y a des arrivées en même temps. Mais honnêtement, j'ai pas eu trop ce cas de figure parce que j'essaye d'allier en fait avec les voyageurs. Il y en a toujours qui partent un peu plus tôt, prennent la route, ou alors il y en a qui vont me demander à partir un peu plus tard. Donc voilà, je fais en sorte de faire passer mes équipes de ménage quand les premiers sont partis, et puis je vais voir les autres. Mais en plus, un accueil de voyageurs en présentiel, c'est obligatoire parce que pour présenter les maisons qu'on a avec le piscine, les arrosages automatiques, leur expliquer comment va fonctionner la cafetière parce que c'est pas des cafetières, c'est NCO, enfin plein de petites choses à voir, des fours, des choses comme ça, bien leur expliquer. On met en place des process, on leur laisse des livrets d'accueil avec des QR codes. Donc les gens n'ont pas forcément l'habitude. Voilà, on leur fait tout le tour et on leur montre tous les avantages de la maison. Ok, on reste sur le service 5 étoiles du coup. Est-ce que tu es satisfaite de ton choix de t'être lancée, d'avoir créé ta conciergerie? Oui, complètement. Complètement. C'est quoi finalement qui te plaît? C'est le métier ou c'est vraiment la liberté d'être entrepreneur? Les deux. Le métier me plaît parce que je fais du bien aux gens. Les gens qui voyagent sont contents. Maintenant, c'est compliqué, je pense, pour les gens aussi de se payer des vacances. Donc, quand ils se payent des vacances, ils ont envie, de profiter au maximum. Donc, je suis contente. Et puis, la liberté d'avoir, j'ai ma petite fille tous les après-midi. Je peux profiter d'elle. Voilà, j'arrive à pallier les deux et honnêtement, c'est très, très bon. Ça n'a pas de prix, la liberté du temps? Non, non. Le temps défile, donc il faut savoir profiter aussi de sa vie. Je pense qu'on peut arriver à pallier les deux. Maintenant, c'est tout à mettre en place. Il y a des choses à mettre en place. Il faut être rigoureux. Il faut savoir consacrer le temps et au travail et à la vie privée. Mais je pense que quand on a une bonne organisation, on y arrive. On n'a rien sans travail. Ça, j'essaye de défaire un peu cette idée de la conciergerie qui est automatisée et qui demande pas de travail. C'est pas du tout le cas. Tu peux, je pense, en attester. Il faut bien sûr travailler au démarrage et après tu mets des automatismes, des choses comme ça. Mais dans tous les cas, tu auras toujours du travail, que ce soit une urgence, que ce soit de la prospection. On peut pas déléguer quand on démarre. Mais par contre, la liberté de temps, ça c'est quelque chose qui est plus important pour moi, en tout cas, que la liberté financière. Ce que beaucoup mettent en avant dans la conciergerie, souvent ils disent la liberté financière, mais en fait c'est plutôt la liberté de temps qui est important quand on est entrepreneur. Alors en fait on peut choisir finalement quand on est entrepreneur, soit on veut bosser à fond parce que on veut avoir des objectifs hauts, soit on peut bosser au rythme qu'on veut et profiter de sa famille, par exemple pour toi, de son temps libre pour autre chose. Donc ça c'est hyper important, je trouve. Mais en plus, l'un ne va pas sans l'autre, j'ai envie de te dire, parce que si tu as la liberté de temps, tu pourras avoir une liberté financière, parce que tu consacres vraiment ton temps de travail, il est optimisé. Tu sais que tu te dis de telle heure à telle heure, je prospecte, je fais ça, donc forcément les retombées seront là, donc tu auras des retombées financières, et après tu profites de ta vie de famille ou du reste, mais l'un ne va pas sans l'autre. Je pense que en optimisant tout et en étant à 100%, quand tu es au travail, et quand tu es avec ta vie de famille, tu es avec ta vie de famille, ça ne peut être que mieux. C'est ça. Et les choses en l'occurrence, pour l'instant, ça l'est. Donc, on va continuer comme ça. Je tiens quand même à préciser que toi, Danae, t'es quand même, j'ai remarqué dans l'accompagnement, t'es quelqu'un de rigoureuse qui définit des choses à l'avance. C'est important de le dire parce que, en fait, ce que tu dis, c'est vrai, mais pour une personne qui serait pas organisée, qui serait pas... quand on passe de salarié à entrepreneur, en fait, si on n'a pas une rigueur, si on n'a pas une rigueur de je définis mon temps, je bosse de telle heure à telle heure, je vais faire telle chose ou telle chose, on peut vite se dire c'est bien entrepreneur, je suis sur mon canapé, j'ai pas besoin de travailler, mais en fait l'argent va pas rentrer. Et toi, tu as défini en fait une rigueur
je sais pas si c'était dû à ton emploi salarié ou si tu es comme ça naturellement, mais c'est ça qui apporte des résultats aujourd'hui. Ben, après, c'est des tempéraments, hein. Je pense que, voilà, moi, je suis comme ça, je suis quelqu'un, alors, je, pas la facilité de tout faire, mais je sais faire plein de choses, en même temps. Mais c'est vrai que, comme j'ai dit tout à l'heure, en voulant être partout, on est nulle part. Donc, autant bien définir, quelque chose à l'avance. Puis, j'aime bien me faire des petits tableaux, tout noter. Je sais que, voilà, mes rendez-vous sont pris tel jour, tel jour. Tel jour, c'est consacré à la conciergerie. Le mercredi, j'ai ma fille qui n'a pas nounou. Le mercredi, c'est dédié à ma fille. C'est voilà, parce que je peux pas passer un coup de fil, laisser ma fille 1 heure, aller faire mon rendez-vous. Je serais pas heureuse de l'avoir laissé du coup, ça me fera culpabiliser et je serais pas heureuse à mon rendez-vous puisque je sais que ma fille m'attendra. Donc oui, c'est un petit coup de pied aux fesses à se mettre. Après, on se dit, enfin, je pense pour quelqu'un qui sort d'un emploi salarié et qui se dit bon ben je vais me la couler douce, non. Parce qu'on se la coulait pas douce quand on était chez un patron. Donc, le but, là, on est son propre patron. Il faut redoubler d'efforts. Des fois, on est plus exigeant. Être plus exigeant, bah oui, bah pour pouvoir se la couler douce plus tard, parce que on est jeune. Enfin, j'ai 37 ans, je m'estime encore assez jeune. Mais je préfère cravacher maintenant pendant quelques années et arriver à faire quelque chose de périn et de me dire oui, dans 10 ans, bah peut-être que pourquoi pas, je me la coulerai un peu plus douce. Ma fille sera plus grande, on pourra voyager. Et c'est maintenant, en fait, les choses sont à faire maintenant. On est à un tournant en plus d'une vie qui est différente d'il y a quelques années. On voit bien que les choses changent. Donc, je pense que le train est en marche. Il faut le prendre tout de suite pendant que on n'a pas encore trop d'inconvénients sur la LCD. Voilà. À continuer, faire ça quelques années. Je pense qu'il y a à apprendre. Exactement. Travailler dur au démarrage pour ensuite avoir plus de liberté de temps. C'est ça. Et encore, tu as de la liberté alors que tu as démarré il n'y a pas si longtemps, parce que tu as défini que le mercredi, c'est ton jour où tu es avec ta famille. C'est ça. Et les autres jours, c'est rendez-vous prospection, rendez-vous... D'ailleurs, on pourrait peut-être détailler, est-ce que tu as défini des jours pour les rendez-vous? Est-ce que tu as défini des plages horaires pour la prospection? Est-ce que tu as... C'est plutôt des plages horaires. Moi, j'ai ma petite fille qui va chez la nourrice tous les matins. Donc, je la récupère à 13h30 tous les jours. Donc, c'est entre 9h et 13h mes rendez-vous clients. Voilà. Ok. Du lundi, mardi, jeudi, vendredi. C'est ça. Après, bon, s'il y a besoin l'après-midi, j'ai toujours les mamies qui sont là, qui sont pas loin. Donc, je vais pas dire non à un rendez-vous. Je me la fais garder. Mais après, j'essaye d'optimiser vraiment sur ces temps-là pour moi être libérée de la tête. Je sais que voilà, elle est avec ses copains, ses copines. Et moi, je peux faire mes rendez-vous tranquille. Et l'après-midi, t'as défini quoi? L'après-midi, pendant sa sieste, je fais donc tout ce qui est chronophage. Voilà, je me mets sur l'ordinateur et puis les retarifications, réoptimiser un petit peu les photos, relancer un petit peu les clients parce qu'on a des clients qui nous appellent, qui veulent des estimations, après on les revoit plus, donc relancer un petit peu tout ça. Mais honnêtement, quand on le fait au quotidien, et là après, je peux pas prétendre avoir une conciergerie à grande échelle, donc je sais pas non plus des appels tous les jours. Ça se fait relativement en début de semaine, quoi. Tout ça, c'est comme tu nous l'avais dit, tous les lundis matins, on regarde les prix et ça se fait tout seul. Quand les calendriers sont synchronisés, que tout est fait, on a juste à répondre aux voyageurs, à voir si les demandes nous correspondent et vérifier les logements peut-être. C'est ça, aller vérifier les logements. Ça, j'y passe une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, parce que quand il n'y a personne, on sait que tout va bien. Mais voilà. Là, le gros va arriver. Il va falloir ça, bien préparer les piscines, couper un petit peu l'herbe. Voilà, tout ça, ça va arriver. Mais après, même pour la saison de cet été, j'ai pas peur parce que au final, les gens réservent dans ces types de biens entre 8 et 12 nuits. Donc, je vais avoir des arrivées, des départs relativement samedi. Je vais avoir même du temps libre de la semaine l'été. Ça va être... Il y a un point important qui revient souvent quand je demande aux auditeurs du podcast s'ils ont apprécié l'épisode, quand j'interviewe des conciergeries, et ils me disent toujours « Mais je comprends pas, cette conciergerie, elle se paye pas ou elle se paye peu. » Est-ce que aujourd'hui tu pourrais nous dire si toi tu as peut-être le chômage, c'est le cas de beaucoup de conciergeries, et donc du coup tu profites de ça pour faire de la trésorerie, ou si tu te rémunères déjà un peu? Alors moi j'ai commencé, j'avais le chômage. Après là, en toute honnêteté, je n'ai plus rien du tout. Donc et puis c'est tombé au très très creux en janvier. Donc ça a été compliqué, d'où la remise en question en janvier, février, mars.
Donc là, je me suis pas rémunérée avec la conciergerie puisque je n'ai pas eu de réservation. Par contre, j'ai fait un petit bilan de ce qui va arriver sur cet été et sans avoir rentré le nombre de maisons qu'on a, je vais réussir à faire, alors sur 3 biens, je génère déjà 4 000 € de chiffre. Voilà, sur le mois de juillet. Je ne fais que juillet pour l'instant, donc sur 3 biens, sur 3 villas. Et oui, voilà, on faudrait préciser que c'est des villas. Oui, voilà, sur 3 villas. Après, voilà, c'est du 3 000 € la semaine. C'est sûr que c'est pas de l'appartement, mais après, on peut réussir à faire le même chiffre, je pense, quand on a 10 appartements. Et voilà, bien sûr. la surcharge de travail, à comment les choses vont être amenées. Nous, on n'était pas partis sur une base de luxe. Hein. On était partis, on a un appartement qui fait 60 mètres carrés à Perpignan, très bien situé en face de la fac. Bon, on était plutôt sur cette typologie de biens. Et au final, voilà, on en est venu là-dessus. On s'est dit, il y a peut-être quelque chose à développer. Voilà, pourquoi pas regarder après de la location moyenne durée pour que nos propriétaires soient contents aussi. Pourquoi lier à ce manque de revenus sur les mois creux. D'où les associations avec les agences immobilières, parce qu'il y a une agence qui m'a dit il y a des gens qui divorcent, qui m'ont appelé, qui ont besoin d'une maison de 2 mois, pourquoi pas. Voilà. Ouais, ça c'est une bonne idée, ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le reste de l'année? Une belle réussite. Est-ce que tu as des objectifs financiers, en nombre de logements? Alors, financier, oui, en vivre à l'année. Après, au nombre de logements, moi, j'ai regardé pour vivre bien, il me faudrait une 15aine de logements. En villa? Pour l'instant, voilà, je veux pas en faire plus parce que je veux pas me perdre et je veux pas arriver à saturation et péter une durite, comme on dit, en plein vol et devoir fermer. Donc, et à terme, dans quelques années, pouvoir en vivre à 2 avec mon mari. Voilà, si c'est possible, c'est l'objectif futur. Okay. Liberté familiale et financière pour nous 3. Ah ouais. Là, tu disais potentiellement pour la première saison, il y aurait 12 biens, c'est ça? C'est ça, là. Pour l'instant, à l'heure actuelle, on devrait rentrer 12 biens. Et il y a combien de villas, combien d'appartements à peu près? 9 villas, 3 appartements. Donc, tu penses à 15 logements, à peut-être donc 3 villas de plus? Tu pourrais te rémunérer Idéalement, 3 villas de plus, ce serait super pour le et puis pour ces séjours longue durée, c'est vrai que c'est une tranquillité d'esprit. Parce que même si on fait de la nuitée, on est conscient qu'il y a des gens, nous on est très au sud de la France, donc il y a beaucoup de personnes qui partent dans le sud de l'Espagne. Donc c'est vrai que Perpignan, c'est un palier où les gens s'arrêtent, peuvent dormir une nuit et repartir le lendemain très tôt. Donc on fait de la nuitée aussi. On en a fait pas mal, mais par contre je vois que sur les villas, c'est beaucoup à la semaine et c'est une tranquillité pour nous aussi d'esprit, quoi. De se dire, voilà, on a quelqu'un 8 jours, moi je peux me développer sur le service additionnel, ça nous empêche pas, voilà, de faire des livraisons, de passer voir pour une semaine si tout va bien, de leur faire des ménages entre deux, parce qu'on propose aussi des ménages entre deux en supplément. Voilà, donc une petite liberté, et puis que la saison se passe bien, qu'il n'y ait pas de soucis, voilà. Je serai là en soutien pour la saison. Oui, de toute façon, je vais pas te lâcher tout de suite. Hein. Moi, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que, j'aime bien poser cette petite question, est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui voudrait se lancer, qui serait dans la même situation que toi, c'est-à-dire une maman avec un enfant en bas âge, on va dire, et qui veut se lancer mais qui ose pas? Est-ce que tu as un conseil? Je pense que dans la vie, il faut oser. On n'a rien sans rien. Et puis, moi, je préfère vivre avec des remords que des regrets. Donc, tant qu'on n'a pas essayé, on peut pas savoir. Après, je pense qu'il faut, pour se lancer, avoir de bonnes bases, comme on disait tout à l'heure. Ne pas se lancer à l'aveugle, surtout si on connaît pas le métier. Moi, j'ai eu la chance d'avoir ma maman et de savoir que c'était possible, que le monde du tourisme fonctionne. Après, il y a des surprises. Donc, voilà, ne pas avoir peur, ne pas baisser les bras. Et vraiment se professionnaliser pour pouvoir se démarquer de la concurrence. Parce que c'est comme dans le e-commerce, dans plein de choses, il y a plein de monde qui se lance, mais des bons, je pense qu'il y en a pas beaucoup. Donc, croire en soi, y aller, et puis par contre, bien se former, bien écouter, faire un petit tour sur la concurrence, voir ce qu'ils font aussi, c'est bien, voir ce qu'on peut faire pour se démarquer, mais après, ne pas avoir peur. C'est de toute façon, la peur n'évite pas de danger, donc puis quand on tombe, on se relève. Il y a rien, les échecs ça arrive et puis c'est ce qui fait grandir. Donc voilà, allez-y, foncez. Ça n'arrive pas qu'aux autres, comme le robinet. Le coup de pied aux fesses de Danae. Et ouais, c'est qu'à ça. Dans la...
Il faut, voilà. Ben, merci beaucoup pour ton partage d'expérience. Si on veut vous retrouver, c'est la conciergerie de Perpignan. Wow. C'est ça, conciergerie de Perpignan, tout à fait. Alors, ah oui, pas de Perpignan, mais Perpignan, ok, ça marche. Vous avez aussi des réseaux sociaux? Tout à fait, on a Instagram, Facebook, et c'est tout, Instagram, Facebook, non, et TikTok, voilà. TikTok, ok. Vers TikTok. On m'arrive le soir, hein, parce que voilà. Ça marche. On un petit peu les vidéos, donc vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Après, on a notre site internet, voilà. Vous nous retrouverez, puis on partagera l'épisode. Ben, merci à toi. Je te souhaite une bonne journée. À bientôt. À bientôt. Bonne journée, Vanessa.